Le silence pesant de la mairie du 16e arrondissement de Paris était une insulte à la vie qui vibrait en Elara. Devant elle, le prince Damien se tenait droit, une statue de marbre froid taillée dans l'arrogance, son costume impeccable, un étendard de son pouvoir. Un fin voile de dentelle, barrière dérisoire et cruelle, séparait son visage du monde, mais surtout de lui, l'architecte de sa cage dorée. L'air était saturé du parfum des lits blancs, des fleurs de deuil pour sa liberté perdue. Chaque murmure des quelques invités triés sur le volet résonnait comme un clou que l'on enfonçait dans son cercueil. Elle sentait le poids de leurs regards, un mélange de pitié et de curiosité malsaine, et elle serrait les poings sous son bouquet, ses ongles s'enfonçant dans sa paume pour se rappeler qu'elle était encore vivante, que sous la soumission apparente, son âme indomptable refusait de plier. Ce mariage n'était pas une union, c'était une sentence, et elle était la condamnée. La voix de l'officier d'état civil résonnait, détachée, prononçant les mots qui allaient sceller son destin. « Mademoiselle Elara Dubois, consentez-vous à prendre pour époux ici présent ? Son Altesse le prince Damien de Valois ?» Le temps sembla s'étirer, chaque seconde une éternité de rébellion silencieuse. Elle leva les yeux, et à travers le voile, elle croisa son regard. Il n'y avait ni amour, ni même de la tendresse dans ses prunelles sombres, seulement la satisfaction glaciale d'un prédateur ayant acculé sa proie. Il attendait son « oui », ce mot qui serait à la fois sa victoire et sa chaîne à elle. Une vague de haine pure et brûlante la submergea, si intense qu'elle crut qu'elle allait suffoquer. Elle aurait voulu crier, fuir, briser cette mascarade. Mais le souvenir du cachot froid et humide, de l'alternative qu'il lui avait offerte, était une ancre qui la maintenait immobile. Sa voix, quand elle sortit enfin, n'était qu'un souffle rauque, un murmure à peine audible qui trahissait la tempête qui faisait rage en elle. Oui. Le mot flotta dans l'air, fragile et irrévocable. Damien ne sourit pas, mais une tension qu'elle n'avait pas remarquée quitta ses épaules. Il avait gagné. L'échange des alliances fut une chorégraphie macabre, le contact froid du métal sur sa peau une brûlure, un marquage au fer rouge. Elle signa le registre d'une main tremblante, mais avec une écriture rageuse, appuyant la plume si fort que la pointe déchira presque le papier. C'était un pacte avec le diable, et elle venait de lui vendre son âme, ou du moins sa liberté. Alors qu'elle relevait la tête, son regard accrocha le sien une nouvelle fois, et cette fois, elle ne laissa transparaître aucune peur, seulement un défi muet, une promesse silencieuse que sa vengeance serait une cage pour lui aussi. Si cette histoire a déjà commencé à faire vibrer une corde sensible en vous, si vous sentez la révolte gronder avec celle d'Elara, alors abonnez-vous pour ne rien manquer de ce combat et laissez un cœur pour soutenir son courage silencieux. La sortie de la mairie fut rapide, presque furtive, loin des fastes que l'on attendrait d'un mariage princier. Il n'y avait pas de foule, pas de photographes, juste le ciel gris de Paris et une berline noire aux vitres teintées qui les attendait comme un corbillard moderne. Damien posa une main ferme dans son dos pour la guider, un contact possessif qui la fit frissonner de dégoût. À l'intérieur de la voiture, le silence était encore plus assourdissant qu'auparavant. Elle se tourna vers la fenêtre, regardant défiler les rues familières de sa ville, les visages des passants, la vie qui continuait sans elle. C'était comme observer un monde auquel elle n'appartenait plus, séparée de lui par une vitre infranchissable. Son reflet superposé au paysage parisien était celui d'une étrangère, une poupée vêtue de blanc, le visage figé dans une expression de tristesse infinie. Elle était désormais la princesse Elara de Valois, un titre aussi splendide que vide de sens. L'hôtel particulier de Damien se dressait au cœur d'un quartier privé, sur une forteresse de pierre et d'élégance dont les grilles dorées se refermèrent derrière eux avec un bruit sinistre et final. À l'intérieur, le luxe était écrasant, des plafonds vertigineux, des sols en marbre poli où se reflétaient les lustres de cristal, des œuvres d'art qui valaient plus que tout ce qu'elle avait jamais possédé. Mais rien de tout cela ne l'impressionnait. Pour elle, ce n'était qu'une prison plus vaste, plus opulente. Un majordome silencieux prit son bouquet fané. Damien se tourna enfin vers elle, son visage une toile impassible. « Voici votre nouvelle demeure », dit-il, sa voix dénuée de toute chaleur. « Votre chambre est à l'étage. Vous êtes ma femme maintenant, Elara. Vous vous comporterez comme telle. Votre vie d'avant est terminée. Compris.
Il n'attendit pas de réponse, la laissant seule dans l'immense hall froid, le poids de ses mots s'abattant sur elle comme la porte d'une cellule. Seule au milieu de cette splendeur glaciale, Elara sentit pour la première fois les larmes menacées de couler. Elle les ravala avec une détermination farouche. Elle ne lui donnerait pas cette satisfaction. Elle monta lentement le grand escalier, chaque pas résonnant dans le silence hostile du palais. La porte de sa chambre était ouverte, révélant une suite somptueuse, mais elle ne vit que les barreaux dorés de sa nouvelle cage. Elle s'approcha de l'immense fenêtre et contempla les jardins parfaitement entretenus, un autre symbole de contrôle et d'ordre. Comment en était-elle arrivée là? Elle, la chanteuse des rues, l'esprit libre qui ne vivait que pour sa musique et sa liberté. La question tourbillonnait dans son esprit, ramenant à la surface le souvenir d'une rencontre, d'un geste d'orgueil, d'une humiliation qui avait tout déclenché. Tout avait commencé quelques mois plus tôt, sur un pont balayé par le vent, au-dessus de la Seine, là où sa voix avait croisé pour la première fois l'arrogance d'un prince. Quelques mois avant ce jour funeste, la vie d'Elara était une mélodie improvisée au gré du vent parisien. Elle n'était pas une princesse captive, mais la reine sans couronne du Pont des Arts, sa seule richesse étant sa voix, un instrument capable de faire taire le tumulte de la ville et de toucher les cœurs les plus endurcis. Chaque jour, elle s'installait là, son étui à guitare ouvert à ses pieds, non pas comme une mendiante, mais comme une artiste offrant son âme en partage. Le soleil couchant dorait les eaux de la Seine, et sa voix s'élevait, pure et sauvage, racontant des histoires d'amour perdu et d'espoir tenace. Elle était libre, d'une liberté farouche et intransigeante, ne possédant rien d'autre que l'air qu'elle transformait en chant, et c'était là tout son royaume. Un royaume qu'aucun prince ne semblait pouvoir jamais lui ravir. Elle ignorait encore que les ombres les plus sombres sont souvent attirées par les lumières les plus vives. Sa vie matérielle était d'une pauvreté presque poétique. Elle habitait une chambre de bonne sous les toits, avec une lucarne pour seule fenêtre, à travers laquelle elle pouvait voir un fragment du ciel de Paris. Les repas étaient frugaux, souvent un simple morceau de pain et du fromage, mais chaque bouchée avait le goût de l'indépendance. Elle ne se plaignait jamais, car cette précarité était le prix de son autonomie. Elle refusait la pitié et méprisait la charité condescendante. L'argent qu'elle gagnait, sou par sou, était le fruit de son talent, une preuve tangible que sa voix avait une valeur. Cette fierté était son armure, un bouclier invisible contre la dureté du monde. Elle croyait naïvement que sa dignité était une forteresse imprenable, sans savoir qu'un homme puissant verrait bientôt en cette même dignité un défi intolérable, une insulte à son propre pouvoir, et déciderait de la briser. Ce soir-là, un homme s'était arrêté devant elle, différent des touristes habituels ou des Parisiens pressés. Il était vêtu simplement, mais d'une élégance discrète qui trahissait une richesse immense. Il y avait dans sa posture une assurance tranquille, une sorte d'ennui aristocratique. Il l'écouta longuement, le visage impassible, ses yeux sombres la scrutant comme si elle était une œuvre d'art exotique dans une galerie. Puis, sans un mot, il s'était approché et avait laissé tomber dans son étui non pas quelques pièces, mais un billet de banque de la plus haute valeur, plié avec une arrogance désinvolte. Le geste n'était pas généreux, il était insultant. C'était un acte de pouvoir, une façon de lui signifier qu'elle, son art, son âme, tout cela pouvait s'acheter, se posséder, se réduire à une simple transaction. Pour lui, elle n'était qu'un divertissement passager, un caprice à s'offrir avant de retourner à son monde de luxe et de futilité. La musique s'arrêta net. Un silence glacial tomba sur le pont, plus assourdissant que le bruit de la circulation. Elara le fixa, le feu de l'outrage brûlant dans ses yeux. Lentement, elle se pencha, ramassa le billet, et sous le regard stupéfait de l'homme et des quelques passants, elle le déchira en deux, puis en quatre, laissant les morceaux s'envoler et danser au-dessus de la Seine comme des papillons de deuil. « Gardez votre pitié, monsieur. » Sa voix était basse mais tranchante comme une lame. « Mon âme n'est pas à vendre. » Pour la première fois, elle vit une émotion sur le visage de l'inconnu. Une surprise glaciale, immédiatement suivie par un éclair de fureur contenue. Son orgueil, habitué à tout plier, venait de se heurter à un mur infranchissable. Il n'avait pas simplement été rejeté, il avait été publiquement humilié par une chanteuse des rues. Et le prince Damien de Valois ne pardonnait jamais une humiliation. Il ne dit rien.
Il se contenta de la regarder une dernière seconde, un regard qui promettait une rétribution terrible, puis il tourna les talons et se fondit dans la foule, laissant Elara le cœur battant à tout rompre. L'adrénaline de son geste de défi retomba, laissant place à une angoisse sourde. Elle avait remporté une bataille pour sa dignité, mais elle sentait instinctivement qu'elle venait de déclencher une guerre qu'elle n'avait aucun moyen de gagner. Qui était cet homme? Quelle puissance se cachait derrière ce masque d'indifférence? Les jours suivants furent empreints d'une paranoïa latente. Chaque ombre lui semblait menaçante, chaque visage inconnu dans la foule devenait un espion potentiel. Elle avait exposé sa plus grande vulnérabilité. Elle était seule, sans nom, sans protection. Une cible parfaite pour la vengeance d'un homme dont elle ne connaissait même pas l'identité, mais dont le pouvoir se devinait sans limite. Elle tenta de chasser cette peur en se réfugiant dans sa seule certitude, la musique. Elle retourna sur le pont, sa voix portant peut-être une nouvelle fragilité, une mélancolie plus profonde qui ne faisait qu'envoûter davantage son public. Elle se persuadait que l'incident était clos, que cet homme orgueilleux l'aurait oublié. Mais elle se trompait. Dans l'ombre de son palais, Damien n'avait rien oublié. Son humiliation cuisante s'était transformée en une obsession froide et calculatrice. Il ne cherchait plus à acheter son silence. Il voulait posséder son âme, briser son esprit indomptable. Il mit ses ressources en marche, découvrant tout d'elle, sa solitude, sa pauvreté, son absence de famille. Il avait trouvé sa faille. Et c'est alors qu'il mit en place son piège diabolique, une fausse accusation de vol qui allait la jeter dans les ténèbres, la rendant totalement à sa merci, prête à être conduite vers l'autel de sa vengeance. Le froid du béton suintait à travers ses vêtements usés, s'insinuant dans ses os comme une promesse de décomposition lente. Elara était recroquevillée sur une paillasse sordide, dans une cellule de garde à vue dont l'air sentait le désespoir ranci et l'eau de javel. La lumière blafarde d'un néon grésillant était la seule compagne de ces heures interminables, un témoin cruel de sa chute. Sa guitare, son unique bien, avait été confisquée, et avec elle, un morceau de son âme. Elle n'était plus la chanteuse du Pont des Arts, la reine éphémère d'un royaume de passants. Elle n'était qu'un numéro de dossier, une accusation absurde de vol à l'étalage collée à son nom, comme une souillure indélébile. La peur froide et viscérale avait commencé à ronger les bords de sa colère, la laissant vide et tremblante. Elle ferma les yeux, essayant de se souvenir du soleil sur son visage, de la caresse du vent, mais tout ce qu'elle sentait, c'était la morsure glaciale de l'injustice. Puis, un son brisa la monotonie des lieux. Pas le bruit lourd des bottes d'un gardien, mais le claquement sec et régulier de souliers de luxe sur le linoléum du couloir. Le son s'arrêta devant sa porte. Un cliquetis de clés, et la lourde porte métallique s'ouvrit dans un grincement plaintif, déversant dans sa cellule une lumière crue qui la fit grimacer. Dans l'encadrement se tenait une silhouette grande, impeccable, découpée en contre-jour. Il fit un pas à l'intérieur et la lumière révéla son visage. C'était lui, l'homme du pont, le prince Damien de Valois. Il n'était plus vêtu simplement, mais portait un costume sur mesure d'un gris anthracite qui semblait absorber la misère de la pièce. Son visage était une étude de l'indifférence aristocratique, mais ses yeux sombres brillaient d'une lueur de triomphe contenue. Il la regarda, elle, la créature souillée sur sa paillasse, avec la curiosité froide d'un entomologiste examinant un insecte piégé sous verre. Il ne prit pas la peine de se présenter. L'arrogance de sa présence suffisait. Sa voix, quand il parla, était basse et dénuée de toute émotion, un instrument de velours cachant une lame d'acier. Il semblerait que votre fierté ait un prix après tout, et il est bien plus bas que je ne l'aurais imaginé. Il fit un geste vague vers les murs décrépits. Les preuves contre vous sont, disons, convaincantes. Des témoins, des images. Vous risquez plusieurs années de prison. Un endroit peu propice à l'épanouissement de votre talent. Chaque mot était une pierre jetée avec une précision cruelle. Elara se redressa lentement, le défi rallumant une braise dans ses yeux fatigués. Elle ne lui répondit pas, refusant de lui donner la satisfaction d'entendre sa voix brisée. Il s'approcha encore, l'ombre de son corps la recouvrant. « Cependant, continua-t-il, je suis un homme de solution. Je suis prêt à vous offrir une alternative, un contrat qui effacerait tout ceci. » Le mot « contrat » flotta dans l'air vicié de la cellule, un terme incongru et menaçant. Elara le dévisagea.
son cœur battant un rythme sauvage contre ses côtes. Qu'est-ce que ce diable pouvait bien vouloir d'elle? Son silence obstiné sembla l'amuser. Un coin de sa bouche se souleva dans un simulacre de sourire. « Vous êtes une curiosité, mademoiselle Dubois, une anomalie. Vous possédez quelque chose que l'on ne peut acheter, et c'est précisément pour cela que je veux le posséder. L'alternative à cette cellule est simple. Vous deviendrez ma femme. » Le choc de ces paroles fut si violent qu'Elara eut l'impression que le sol se dérobait sous elle. Mariage. Le mot était une profanation, une absurdité monstrueuse. Ce ne sera pas une union d'amour, mais de possession. Vous vivrez dans un palais, mais vous serez ma chose. Votre vie contre votre liberté. Choisissez la cellule de pierre ou la cage dorée. Une vague de rage pure et salvatrice la submergea, chassant la peur. Elle se leva d'un bond, faisant face à ce monstre d'orgueil, leur visage à quelques centimètres seulement. Elle pouvait sentir le parfum coûteux de son eau de Cologne, un effluve de luxe qui était une insulte à sa propre misère. Elle le voyait enfin pour ce qu'il était, un homme si vide qu'il devait briser les autres pour se sentir exister. La prison la tuerait à petit feu, elle le savait. Elle y perdrait sa voix, son esprit, tout ce qui faisait d'elle Elara. Mais cette cage dorée, une cage avait des barreaux, et entre les barreaux, il y avait toujours un espace. Un espace pour respirer, pour observer, pour attendre son heure. Elle ne choisirait pas la soumission, elle choisirait son champ de bataille. Dans ses yeux, il ne vit pas la défaite qui l'attendait, mais une lueur nouvelle, dure et tranchante comme un éclat de diamant. Elle releva le menton, et sa voix, lorsqu'elle parla enfin, était rauque mais ferme, chargée d'une promesse de guerre silencieuse. « J'accepte. » Le mot tomba entre eux, non comme une reddition, mais comme un défi. « J'accepte votre cage, prince Damien, mais sachez une chose. Les oiseaux en cage apprennent parfois à chanter des airs funèbres, et le mien sera pour vous. » Pour la première fois, une véritable émotion traversa le masque impassible de Damien. Une lueur de surprise, presque d'admiration involontaire, rapidement maîtrisée. Il avait voulu la briser, mais il venait peut-être de créer un adversaire à sa mesure. Sans un mot de plus, il se détourna et fit un signe au gardien qui attendait dans le couloir. « Préparez-la, elle vient avec moi. » La porte de la cellule se referma derrière lui, la laissant seule dans le silence, le pacte scellé. Elle avait perdu une bataille, mais la guerre pour son âme ne faisait que commencer. Les portes de l'hôtel particulier se refermèrent derrière elle avec la finalité d'un tombeau. Le passage de la cellule crasseuse à ce hall monumental fut un choc sensoriel si violent qu'il lui coupa le souffle. Le marbre froid sous ses chaussures usées, le silence oppressant à peine troublé par le tic-tac lointain d'une horloge, l'odeur de cire d'abeille et de fleurs fraîches, tout cela n'était qu'une autre forme de prison, plus sophistiquée, plus cruelle. Damien la laissa là, au milieu de cette immensité glaciale, après lui avoir désigné d'un geste vague l'escalier majestueux. « Vos appartements sont au 2e étage. Une domestique viendra vous chercher. Ne tentez rien d'insensé. Chaque porte, chaque fenêtre est une impasse pour vous. » Il ne la menaçait pas. Il énonçait un fait. Elle resta immobile, une statue de défi au milieu de son empire, sentant le poids de chaque objet de valeur comme une insulte à sa liberté volée. Sa première nuit de princesse fut une veillée funèbre pour la femme qu'elle avait été. Les premiers jours furent une guerre silencieuse, un ballet subtil de domination et de résistance. Elara refusait tout ce qui venait de lui. Les robes de créateur restaient dans les armoires. Elle continuait de porter les vêtements simples avec lesquels elle était arrivée, les lavant elle-même dans le lavabo de sa somptueuse salle de bain. Elle touchait à peine aux plats raffinés qu'on lui servait, se contentant de pain et d'eau, un jeûne symbolique contre l'opulence qui cherchait à l'étouffer. Son arme la plus puissante était le silence. Elle ne lui adressait jamais la parole, ne répondait à ses ordres que par un regard chargé d'un mépris glacial. Damien, habitué à l'obéissance immédiate, sentait sa patience s'effriter. Il la croisait dans les couloirs. Cette silhouette frêle et obstinée, et la fureur luttait en lui contre une fascination involontaire pour cette volonté de fer qu'il avait juré de briser, mais qui semblait se renforcer à chaque tentative de la soumettre. Pour accélérer sa capitulation, il lui imposa une geôlière sous les traits d'une gouvernante, une femme d'un certain âge, Madame Dubois, dont le nom de famille était une ironie cruelle.
Sèche et rigide comme la justice, elle était l'incarnation des règles et des convenances de ce monde qui n'était pas le sien. Madame Dubois tenta de lui enseigner l'étiquette, la manière de se tenir, de parler, de respirer comme une princesse. Mais chaque leçon était un champ de bataille. Et Lara renversait délibérément son verre, répondait aux questions par des chansons de rue paillarde, ou fixait simplement la gouvernante avec une intensité si provocante que la vieille femme en perdait ses moyens. Ses petites victoires étaient dérisoires, mais elles entretenaient la flamme de sa rébellion. Elle n'était pas une élève à éduquer, mais une prisonnière politique refusant de collaborer avec l'ennemi, transformant chaque tentative de la formater en une farce grotesque. Un soir, alors qu'il rentrait tard, Damien fut attiré par une faible lueur provenant du grand salon de musique, une pièce qu'elle était censée éviter. Il s'approcha sans bruit, se dissimulant dans l'ombre du couloir. Et Lara était là, debout devant le magnifique piano à queue, le couvercle ouvert. Elle ne jouait pas. Ses doigts effleuraient à peine les touches d'ivoire, une caresse hésitante et pleine de nostalgie. Son visage éclairé par la seule lumière de la lune, filtrant à travers les hautes fenêtres, était une toile de tristesse et de désir. Pour la première fois, il ne vit pas la rebelle insolente, mais une artiste privée de son art, une âme en cage aspirant à l'air libre. Une émotion étrange et inconnue lui serra la gorge, un mélange de pitié et de culpabilité, une fissure infime dans l'armure de sa vengeance. Il se retira sans un bruit, mais l'image de sa vulnérabilité silencieuse le hanta toute la nuit, plus dérangeante que toutes ses insultes. La tension monta d'un cran lorsqu'il lui annonça une semaine plus tard qu'elle devait l'accompagner au gala de charité annuel de la Fondation de Valois. Ce n'était pas une invitation, mais un ordre. « Vous ferez votre entrée à mon bras », dit-il, sa voix ne laissant place à aucune discussion. « Vous porterez la robe que je choisirai, les bijoux que je vous donnerai, et vous sourirez comme si vous étiez la femme la plus heureuse du monde. Le tout Paris sera là, y compris ma famille. Votre performance doit être irréprochable. Le moindre faux pas et vous regretterez d'avoir jamais appris à défier mon autorité. » C'était l'épreuve de force ultime. Il ne voulait plus seulement la posséder en privé, il voulait l'exhiber en public, faire d'elle le symbole de son pouvoir absolu. Pour Elara, cette perspective était pire que la prison. C'était une humiliation publique, la négation totale de son identité devant le monde entier. Ainsi, après un mois de cohabitation glaciale, leur dynamique s'était figée dans une guerre froide où chaque regard était une escarmouche et chaque silence un cessez-le-feu précaire. La haine était le socle de leur relation, mais sous la surface, des courants plus troubles commençaient à circuler. La fascination involontaire de Damien pour sa force et la perception aiguë d'Elara de la solitude qui se cachait derrière l'arrogance de son bourreau. Madame Dubois continuait sa mission impossible, devenant un témoin muet de ce duel psychologique. L'annonce du gala avait agi comme un détonateur, transformant la tension latente en une menace imminente. La cage dorée allait ouvrir ses portes pour une soirée, non pour la libérer, mais pour la jeter dans une arène où les lions portèrent des smokings et des robes de soirée. La confrontation était inévitable, et elle promettait d'être aussi spectaculaire que dévastatrice. Le soir du gala arriva comme une sentence inéluctable. La voiture glissait dans les rues illuminées de Paris, mais pour Elara, ces lumières n'étaient que des témoins froids de sa marche vers l'échafaud. Damien, à ses côtés, était une présence de glace et d'acier, son smoking impeccable, une armure contre le monde et contre elle. Il lui avait imposé une robe de soie bleu nuit, une parure de saphir qui pesait sur son cou comme un collier d'esclave. En entrant dans l'opulence du salon de réception, sous le scintillement des lustres de cristal, elle sentit des centaines de regards se poser sur elle. Elle n'était pas une invitée, elle était une curiosité, la dernière acquisition du prince de Valois. Chaque sourire qu'on lui adressait était un masque, chaque murmure une lame potentielle. Elle se tenait droite, la main posée sur le bras de son geôlier, jouant le rôle de la princesse avec une perfection qui dissimulait la tempête de haine et de peur qui faisait rage en elle. Le bourdonnement des conversations, le tintement des coupes de champagne, tout cela formait une cacophonie oppressante. Damien la présentait à des visages sans nom, des aristocrates et des industriels dont les yeux la déshabillaient de sa dignité, cherchant la faille, la roturière sous la soie. Elle répondait par des sourires vides, des phrases apprises par cœur sous la tutelle de Madame Dubois. Puis une femme s'approcha, une tante de Damien, la duchesse de Montclair.
dont le visage poudré était un chef-d'œuvre de bienveillance venimeuse. « Alors c'est vous, dit-elle, sa voix douce comme du miel empoisonné, la petite chanteuse des rues. Damien a toujours eu un goût pour l'exotisme. Dites-moi, ma chère, combien a-t-il fallu pour acheter votre silence? Où était-ce votre voix qui était en solde ?» Damien se raidit à ses côtés, mais ne dit rien, observant la scène avec une froide curiosité, comme s'il testait sa résistance. Le silence se fit autour d'elle. Quelques personnes assez proches pour entendre s'étaient tournées, leur visage affichant une avidité malsaine. La duchesse avait parlé juste assez fort pour que ses paroles se répandent comme une traînée de poudre. L'humiliation était là, crue, publique. Et Lara sentit le sang quitter son visage. Ce n'était plus une insinuation, c'était une exécution. On ne la voyait pas comme une femme, mais comme une marchandise, une prostituée de luxe que le prince s'était offerte. Elle chercha du regard un soutien, un démenti, n'importe quoi dans les yeux de Damien. Mais il resta muet. Son silence était une approbation, une confirmation assourdissante des paroles de sa tante. Il aurait pu la défendre d'un mot, d'un seul regard glacial. Il aurait pu faire taire la meute. Mais il ne le fit pas. En cet instant, elle comprit qu'il était son ennemi le plus implacable, celui qui l'avait conduite dans l'arène pour la regarder se faire dévorer. Ce ne furent pas les mots de la duchesse qui la brisèrent, mais le silence de Damien. Ce silence la transperça plus profondément que n'importe quelle insulte. C'était la preuve finale qu'elle n'était rien pour lui, un simple objet dans son jeu de pouvoir, un pion à sacrifier pour satisfaire son orgueil. Une clarté glaciale s'empara d'elle. Elle n'allait pas pleurer, elle n'allait pas crier, elle ne leur donnerait pas cette satisfaction. Lentement, elle retira sa main du bras de Damien. Elle plongea son regard dans celui de la duchesse, un regard si intense et si chargé de mépris que la vieille femme recula d'un pas. « Madame !» Sa voix était basse, mais elle porta dans le silence comme le son d'une cloche funèbre. « Certaines choses, comme la dignité, ne s'achètent pas, c'est une notion qui vous est sans doute étrangère. » Puis, sans un regard pour Damien, elle tourna les talons, sa robe de soie bruissant comme un soupir de colère. Elle traversa la grande salle, la tête haute, une reine déchue fuyant son propre couronnement macabre. La foule s'écarta sur son passage, un mélange de stupeur et de pitié cruelle sur les visages. Chaque pas sur le marbre poli était un coup de marteau qui scellait la fin de cette mascarade. Elle ne voyait rien, n'entendait rien d'autre que le battement furieux de son propre cœur. Elle poussa les lourdes portes dorées et s'engouffra dans la nuit parisienne, l'air frais, une gifle bienvenue sur ses joues brûlantes. Elle se mit à courir sans but, les talons hauts claquant sur le pavé, les saphirs se balançant à son cou comme des larmes de glace. Elle courut jusqu'à ce que ses poumons la brûlent, jusqu'à ce que la douleur physique supplante la douleur de son âme. Elle ne s'arrêta que lorsqu'elle reconnut les lieux, le souffle court, les larmes coulant enfin sur son visage. Elle était revenue là où tout avait commencé, sur le pont des Arts, seule sous le ciel indifférent. Dans le salon, le départ d'Elara avait laissé un vide sidérant. Damien resta figé un instant, le regard fixé sur les portes qui s'étaient refermées sur elle. Les murmures reprirent, plus forts, plus venimeux. Il vit le sourire triomphant de sa tante et une vague de dégoût pour elle et pour lui-même le submergea. Il avait voulu la contrôler, la posséder, mais il n'avait réussi qu'à la détruire publiquement. L'image de son visage, de sa dignité brisée mais indomptable avant de fuir, le hanta. Une panique froide, qu'il n'avait jamais ressentie, lui serra le cœur. Il avait dépassé une limite. Sans un mot pour sa tante, ignorant les regards curieux, il se lança à sa poursuite, sortant de la réception comme un homme fuyant un incendie. Mais en arrivant dans la rue, il ne vit que la nuit vide. Elle avait disparu, engloutie par la ville, emportant avec elle le dernier fragment de son humanité à lui. La chasse venait de commencer, mais ce n'était plus une chasse pour la possession, c'était une quête désespérée de rédemption. Le vent glacial de la nuit s'engouffrait dans la soie de sa robe, une caresse cruelle qui la ramenait à la réalité. Sur le pont des Arts, son sanctuaire profané, Elara tremblait, non de froid, mais de la rage impuissante qui la consumait. La ville lumière à ses pieds n'était qu'un parterre de diamants indifférents à sa douleur. D'un geste sauvage, elle arracha le collier de saphir de son cou, la peau marquant sous la violence de son geste. Les pierres, symboles de sa servitude, brillèrent une dernière fois sous la lueur des lampadaires
avant qu'elle ne les jette par-dessus le parapet. Un léger ploc dans l'eau sombre de la Seine fut la seule oraison funèbre pour la princesse qu'elle n'avait jamais voulu être. Elle n'avait plus rien, ni argent, ni abri, mais en cet instant, en regardant les ondulations s'évanouir, elle se sentit paradoxalement plus riche. Elle avait récupéré un fragment de son âme, et c'était le seul trésor qui comptait. Pendant ce temps, Damian était un animal en cage, dans son propre univers doré. La panique, une émotion qu'il n'avait jamais connue, lui glaçait le sang. Il avait ordonné à ses hommes de la chercher, aboyant des ordres dans son téléphone avec une urgence qui effaçait toute trace de son habituelle arrogance. Il parcourait les rues en voiture, scrutant chaque silhouette féminine, chaque ombre fuyante, le cœur battant à un rythme désordonné. Mais Paris l'avait avalé. De retour à l'hôtel particulier, le silence qui l'accueillit était assourdissant. Chaque pièce luxueuse, chaque œuvre d'art, chaque cristal du lustre semblait le juger, lui renvoyer l'image de sa cruauté et de son échec. Son triomphe s'était mué en cendres. Pour la première fois de sa vie, le prince tout-puissant réalisait qu'il y avait des choses que son pouvoir ne pouvait ni retenir, ni réparer. Il avait voulu briser une voie, et il avait brisé le seul écho de vie dans son monde stérile. Les premiers jours furent un brouillard de survie, et Lara vendit les escarpins de créateur, seule relique de sa vie de captive, pour quelques billets qui lui permirent de disparaître. Elle trouva refuge dans l'anonymat grouillant de Belleville, un quartier vibrant et populaire où personne ne cherchait une princesse en fuite. Elle loua une chambre minuscule, dont la fenêtre donnait sur un mur de briques, un paysage morne mais qui était le sien. La faim la tiraillait souvent, mais la liberté avait un goût plus nourrissant que tous les festins du palais. Elle travailla, faisant la plonge dans un petit restaurant vietnamien, ses mains plongeant dans l'eau chaude et la graisse, un baptême brutal qui lavait les derniers vestiges de la soie et des saphirs. Elle ne chantait pas. Sa voix était en jachère, un chant dévasté après l'incendie de l'humiliation, attendant patiemment que la vie repousse, fragile et nouvelle, à travers les cicatrices. À l'autre bout de la ville, la frustration de Damian se muait en une obsession douloureuse. Ses enquêteurs ne trouvaient rien. Elle s'était évaporée. Il passait ses nuits à errer dans les couloirs de son palais, s'arrêtant devant la porte de sa chambre, une barrière qu'il n'avait jamais franchie, mais qui symbolisait désormais tout ce qu'il avait perdu. Un soir, il y entra. L'air y était encore imprégné de son parfum discret, un mélange de jasmin et de défi. Sur la coiffeuse, elle avait laissé une seule chose, un petit carnet de partitions bon marché, ouvert sur une page à moitié écrite, une mélodie inachevée. Il prit le carnet, ses doigts traçant les notes, comme s'il pouvait la toucher à travers elle. C'était la preuve tangible de l'âme qu'il avait tenté d'étouffer. Une vague de remords, si puissante qu'elle lui coupa le souffle, le submergea. Il ne voulait plus la posséder. Il voulait l'entendre chanter à nouveau, même si c'était de loin. Un mois s'était écoulé. Un mois de silence et de distance. Un abîme creusé entre leurs deux mondes. Et Lara avait trouvé un équilibre précaire. Elle avait quitté le restaurant et vivait désormais dans une mansarde du quartier latin, gagnant quelques pièces en aidant une vieille bouquiniste à classer ses livres. La peur s'était estompée, laissant place à une mélancolie tenace. Un soir, assise sur les marches d'une petite place cachée, à l'abri des regards, elle laissa sa voix s'échapper. Un murmure d'abord, puis un chant doux et plaintif qui s'éleva dans l'air du crépuscule. Ce n'était pas pour un public, c'était pour elle une prière pour son cœur meurtri. Elle ne savait pas qu'à quelques rues de là, un homme était en train d'écouter un enregistrement de mauvaise qualité, le souffle coupé, reconnaissant l'inimitable pureté de cette voix qui le hantait depuis des semaines. Le mois de recherches infructueuses avait transformé Damian. L'arrogance avait cédé la place à une détermination sombre et humble. Il avait congédié la plupart de ses enquêteurs, fatigués de leurs rapports vides et de leurs méthodes froides. Il avait compris qu'on ne trouvait pas une âme comme la sienne avec de l'argent et de la surveillance. Il était sur le point de tout abandonner lorsque le dernier de ses hommes, avant de partir, lui tendit une tablette. « C'est probablement rien, Altesse. Un enregistrement amateur fait hier soir près de la Sorbonne. La qualité est terrible, mais la mélodie. » Damian appuya sur « play ». Le son était étouffé et grésillant, mais à travers le bruit de fond, une voix s'éleva, brisée mais pure, portant une tristesse qu'il connaissait trop bien. C'était elle. Un frisson le parcourut. Il avait enfin une piste, non pas une adresse, mais une direction.
Il savait où son cœur devait le mener. La quête de rédemption pouvait enfin commencer. La tablette encore tiède dans sa main, Damian quitta le silence glacial de son hôtel particulier sans un regard en arrière. Il ne prit ni chauffeur ni voiture de luxe, mais les clés d'une berline discrète, un véhicule anonyme pour un homme qui ne voulait plus être prince, mais simplement un homme en quête de pardon. La nuit parisienne l'enveloppa alors qu'il s'engageait dans le trafic. Le son grésillant de la voix d'Elara jouant en boucle dans l'habitacle, un phare fragile dans l'océan de sa culpabilité. Il se dirigea vers la rive gauche, le cœur battant au rythme d'une terreur et d'un espoir qu'il n'avait jamais connu. Il ne savait pas ce qu'il dirait, ni même si elle l'écouterait. Il savait seulement que la trouver était aussi vitale que de respirer, que le son de cette voix était le seul chemin possible vers sa propre rédemption. La ville, autrefois son royaume, était devenue un labyrinthe dont elle était le seul et unique trésor. Pendant 3 jours, il arpenta les rues sinueuses du quartier latin comme une âme en peine. Il abandonna son identité, se fondant dans la foule des étudiants et des artistes, un fantôme élégant dans un monde qui n'était pas le sien. Il ne déploya pas son pouvoir, n'utilisa pas son argent. Il marcha simplement. Il entra dans les cafés enfumés, les petites librairies, les galeries d'art montrant une photo d'elle sur son téléphone, parlant d'une amie perdue de vue. Chaque refus était une petite mort. Chaque regard indifférent un rappel de son impuissance. Il écoutait les musiciens de rue, le cœur serré, espérant et redoutant à la fois d'entendre sa voix s'élever au détour d'une place. Cette quête était une pénitence. Il apprit l'humilité dans la fatigue de ses jambes, dans la faim qui lui tordait l'estomac, dans l'anonymat total qui le dépouillait de tout ce qu'il avait toujours été, ne lui laissant que le poids de son regret. C'est finalement l'odeur du vieux papier qui le guida. Poussé par une intuition, il s'arrêta devant une librairie ancienne, dont la vitrine croulait sous les ouvrages reliés en cuir. Et il la vit. À travers la vitre poussiéreuse, elle était là, debout sur un petit escabeau, rangeant des livres sur une étagère trop haute. Elle portait une simple robe de coton, et ses cheveux étaient relevés en un chignon désordonné. Elle n'avait rien d'une princesse, et pourtant, elle n'avait jamais été aussi royale. Une sérénité émanait de ses gestes lents et précis, une paix qu'il lui avait volée et qu'elle avait réussi à reconstruire, loin de lui. Il resta là, sur le trottoir, le souffle coupé, la regardant comme un homme assoiffé contemple une source. Elle était vivante, elle était libre, et la simple vue de son existence tranquille était à la fois son plus grand soulagement et sa plus profonde condamnation. Il était l'ombre qui venait troubler sa lumière. Il poussa la porte et le tintement d'une petite cloche brisa le silence feutré des lieux. Elara se retourna, surprise. Leurs regards se croisèrent et le monde s'arrêta. La pile de livres qu'elle tenait en équilibre lui échappa des mains, s'écrasant sur le plancher dans un bruit sourd qui résonna comme un coup de feu. Sur son visage, le choc laissa place à une peur panique, qui se figea presque aussitôt en une muraille de haine pure et glaciale. Ses yeux, autrefois pleins de feu et de défi, n'étaient plus que 2 éclats de glace. Elle ne recula pas, mais tout son corps se tendit comme un animal sauvage prêt à bondir ou à fuir. Le vieux libraire, assis derrière son comptoir, leva des yeux curieux, sentant l'électricité qui venait de saturer l'atmosphère de sa boutique paisible. Le silence qui s'installa entre eux était plus lourd que toutes les insultes qu'ils s'étaient jamais jetées au visage. Elara. Sa voix, quand il parvint enfin à parler, n'était qu'un murmure rauque, brisé, vidé de toute son arrogance passée. Son nom était une prière, une excuse, une reddition. Il fit un pas prudent dans sa direction, mais elle eut un mouvement de recul si infime et si violent qu'il s'arrêta net, le cœur transpercé. « Je vous en prie, » continua-t-il, les mains ouvertes dans un geste de paix. « Ne fuyez pas, pas encore. » Il ne tenta ni de se justifier, ni de la retenir par la force. Au lieu de cela, il sortit de la poche intérieure de son manteau le petit carnet de partitions usé qu'il avait trouvé dans sa chambre. Il le lui tendit comme une offrande. « Ceci est à vous. Je l'ai fait orchestrer par le plus grand compositeur de l'Opéra Garnier. Votre musique, elle mérite d'être entendue par le monde entier. » Il ne lui offrait pas le pardon, il lui offrait la reconnaissance de son âme d'artiste. Elle fixa le carnet, cet objet si intime, dans la main de son bourreau. C'était un geste si déroutant, si contraire à tout ce qu'il représentait,
qu'il ébranla ses défenses. Il n'était pas venu pour la reprendre, pour la punir de sa fuite. Il était venu lui rendre son art, magnifié, honoré. Le regard qu'elle posa sur lui ensuite était différent. La haine brûlait toujours, mais elle était désormais teintée d'une confusion profonde. Pour la première fois, elle ne voyait pas le monstre, mais l'homme. Un homme dont la souffrance semblait presque aussi grande que la sienne. Elle ne dit rien. Elle ne prit pas le carnet. Elle resta simplement immobile, au milieu des livres, le cœur en tumulte. La dynamique venait de basculer. Il ne s'agissait plus d'une confrontation entre un maître et son esclave, mais d'une rencontre entre deux âmes brisées. La librairie était devenue leur purgatoire, un lieu suspendu où l'avenir, quel qu'il soit, restait entièrement à écrire. Le silence dans la librairie était devenu une chose vivante, une entité palpable qui s'enroulait autour d'eux, lourde du poids de leur passé. Elara ne bougeait pas, ses yeux fixés sur le carnet de partition qu'il lui tendait. C'était une arme et une offrande, un poison et son antidote. Damien ne retira pas sa main, supportant son regard scrutateur comme un jugement mérité. Ce n'était pas pour vous acheter, Elara. Sa voix était à peine un souffle, chargée d'une vulnérabilité qu'elle ne lui avait jamais connue. C'était une tentative de réparer ce qui ne peut l'être. J'ai été aveuglé par mon orgueil, par une blessure stupide à mon ego. Sur ce pont, vous n'avez pas seulement déchiré un billet, vous avez fissuré l'armure dans laquelle je m'étouffais depuis ma naissance. Ma vengeance n'était pas dirigée contre vous, mais contre la liberté que vous incarniez, une liberté que je n'ai jamais eue. J'ai voulu vous enfermer dans ma cage pour me sentir moins seul dans la mienne. Une larme solitaire et brûlante roula sur la joue d'Elara, une trahison de la forteresse qu'elle avait bâtie autour de son cœur. Elle ne l'essuya pas. Votre cage avait des barreaux dorés, sa voix tremblait de colère contenue. La mienne, celle que vous aviez préparée pour moi, sentait l'urine et le désespoir. Vous parlez de musique, mais vous oubliez le silence de cette cellule. Vous parlez de votre solitude, mais vous oubliez l'humiliation publique que vous avez laissé s'abattre sur moi. Vous m'avez traité comme un objet, une chose à briser pour votre plaisir. Damien ne scia pas. Il encaissa chaque mot comme un coup physique, hochant lentement la tête. C'est la vérité, et ce n'est même pas la pire partie de ma lâcheté. Cette cellule, ce n'était pas un malheureux hasard, Elara. L'accusation de vol, c'était moi. J'ai tout orchestré pour vous mettre à genoux, pour vous priver de tout et ne vous laisser d'autre choix que moi. C'est le péché que je ne pourrai jamais me pardonner. Cette dernière confession la frappa avec la violence d'une gifle. Le savoir était une chose, l'entendre de sa bouche en était une autre. Elle recula d'un pas, la main sur sa bouche, le souffle coupé par la monstruosité de son calcul. Le vieux libraire, sentant l'atmosphère devenir irrespirable, s'éclipsa discrètement dans l'arrière-boutique. Ils étaient seuls, au milieu des histoires silencieuses des autres. Damien laissa tomber son bras, le carnet de partition glissant de ses doigts pour atterrir doucement sur une pile de livres. « Je n'attends pas votre pardon, » dit-il, sa voix brisée. « Il n'y a rien à pardonner. Je voulais juste que vous sachiez la vérité, toute la vérité. En vous écoutant chanter dans le jardin, cette nuit-là, j'ai compris. Votre voix n'était pas un défi à mon pouvoir, c'était l'écho de ma propre âme emprisonnée. En voulant vous faire taire, je n'ai fait qu'amplifier le silence assourdissant de ma propre vie. Je suis le véritable prisonnier. » Il y avait une nudité dans ses paroles, une reddition si complète qu'elle désarma la haine d'Elara. La colère s'effrita, laissant place à une tristesse immense et partagée. Elle voyait l'homme derrière le monstre, un être façonné par le pouvoir et la solitude, aussi brisé qu'elle, mais d'une manière différente. Il se détourna, comme pour lui épargner la vue de sa défaite. « Je vais partir maintenant, je ne vous importunerai plus. » Il se dirigea vers la porte, chaque pas semblant lui coûter un effort surhumain. Mais alors que sa main se posait sur la poignée, la voix d'Elara l'arrêta, claire et ferme dans le silence. « Attendez !» Il se figea, le dos tourné. Elle s'approcha lentement de lui, ramassant le carnet de partition au passage. « Il y a un endroit où cette conversation doit se terminer, » dit-elle. Non comme un ordre, mais comme une évidence. Là où elle a commencé. Il se retourna et vit dans ses yeux non pas le pardon, mais une lueur de compréhension. Ils marchèrent en silence à travers le crépuscule parisien, une trêve fragile flottant entre eux. Le pont des Arts était presque désert à cette heure, baigné dans la lumière dorée des lampadaires qui commençaient à s'allumer. Ils s'arrêtèrent au milieu,
là où le destin les avait fait se rencontrer. Le bruit de la scène en contrebas était comme le murmure du temps qui passe. C'est là que Damien lui tendit un autre document, une enveloppe qu'il sortit de sa veste. « Ceci est pour vous aussi », dit-il. C'étaient les papiers du divorce, signés et validés, ne nécessitant que sa propre signature pour la libérer définitivement. « Je vous rends votre nom, votre vie, votre liberté. C'est tout ce que j'aurais dû faire depuis le début. » Et puis, il fit ce qu'elle n'aurait jamais cru possible. Le prince Damien de Valois s'agenouilla devant elle, sur le bois usé du pont, la tête baissée dans un geste d'ultime soumission. « Je vous aime, Elara, et je vous libère. » Le monde semblait retenir son souffle. Elara regarda l'homme à ses pieds, le prince déchu, l'architecte de sa souffrance et peut-être de sa résurrection. Elle regarda les papiers dans sa main, le symbole de sa liberté offerte. Mais elle comprit à cet instant que la vraie liberté n'était pas dans un document, mais dans le pardon. Lentement, elle laissa l'enveloppe lui glisser des doigts et le vent l'emporta, la faisant danser au-dessus des eaux sombres avant de disparaître. Elle posa ses mains sur les épaules de Damien et le força doucement à se relever, à la regarder dans les yeux. « Ma première à l'Opéra Garnier a lieu dans une semaine, » murmura-t-elle, sa voix retrouvant enfin sa chaleur. « La mélodie que vous avez fait orchestrer. Je veux que vous soyez là, pas dans la loge royale, dans la salle avec les autres. Je veux chanter pour vous. » C'était sa réponse, sa promesse. Leur avenir ne serait pas une annulation du passé, mais une harmonie nouvelle composée à deux voix. Si ce tournant de l'histoire a su vous émouvoir, faites-le nous savoir dans les commentaires. Dites-nous quel moment vous a le plus touché et n'oubliez pas de partager cette histoire pour que d'autres cœurs puissent vibrer avec celui d'Elara et Damien. Votre soutien est notre plus bel applaudissement. La semaine qui suivit leur trêve sur le pont fut un souffle suspendu, une éternité fragile tendue entre le pardon et la promesse. Le soir de la première, l'Opéra Garnier scintillait de mille feux, un monstre de velours et d'or prêt à dévorer ou à consacrer sa nouvelle étoile. En coulisses, Elara n'était plus la captive tremblante du gala, mais une artiste habitée par son art. Sa robe de scène, simple et blanche, contrastait avec le souvenir de la soie bleue de son humiliation. Elle ne portait aucun bijou, sa seule parure étant la force tranquille dans son regard. Dans la salle, perdu au milieu des visages anonymes du parterre, Damien attendait. Il avait refusé la loge princière, choisissant d'être un homme parmi les autres. Il n'était plus le prédateur, mais le pèlerin, venu non pour posséder, mais pour témoigner du miracle qu'il avait failli détruire. Le lourd rideau de velours rouge s'ouvrit, révélant la scène, et son cœur s'arrêta. Dès les premières notes, un silence religieux s'empara de l'opéra. La voix d'Elara s'éleva, non pas comme un instrument parfaitement maîtrisé, mais comme une âme mise à nu. Elle ne chantait pas une histoire, elle chantait son histoire. Il y avait dans ses vocalises la froideur de la cellule, la rage de l'humiliation, la mélancolie des nuits solitaires, et enfin, la lumière tremblante de l'amour et du pardon. Chaque note était une confession, chaque silence une cicatrice. Damien, le visage baigné de larmes qu'il ne cherchait plus à cacher, qui recevait cette musique comme une absolution. Il revoyait la chanteuse des rues, la prisonnière indomptable, la femme brisée et la reine qui se relevait de ses cendres. Quand la dernière note s'éteignit, flottant dans l'air comme une plume d'ange, un instant de stupeur précéda le tonnerre d'applaudissements qui fit trembler les fondations mêmes du palais Garnier. Elle avait conquis Paris. Elle l'avait sauvé. Le triomphe fut assourdissant. Des bravos pleuvaient des balcons. Une marée humaine se leva pour l'acclamer. Elle salua, le visage rayonnant, mais ses yeux cherchaient une seule approbation dans cette mer de visages. En coulisses, le chaos était total. Des bouquets de fleurs s'entassaient, des critiques extasiés et des directeurs d'opéra se pressaient pour la féliciter. Mais elle se fraya un chemin à travers cette foule adoratrice, le cœur battant, jusqu'à une alcôve sombre où il l'attendait. Damien se tenait là, seul, loin des projecteurs. Il ne tenait pas un extravagant bouquet, mais une unique rose blanche, simple et pure. Leurs regards se croisèrent et le monde bruyant autour d'eux disparut. Il ne dit pas « félicitations », mais un simple « merci » murmuré, une parole chargée de toute la gratitude de son âme rachetée. Elle prit la rose, effleurant ses doigts. Leur pacte de vengeance était mort, et sur ses cendres venait de naître une promesse silencieuse, plus forte que n'importe quel contrat.
Il n'était jamais retourné vivre dans la forteresse de pierre et de marbre de l'hôtel particulier. Ce lieu, symbole de sa captivité, fut transformé par Damien en une fondation prestigieuse pour les jeunes musiciens sans ressources, sa cage dorée devenant un tremplin pour d'autres âmes libres. Ils avaient choisi un appartement lumineux au dernier étage d'un immeuble haussmannien avec un petit balcon donnant sur les toits de Paris. Leur vie était devenue une mélodie douce et simple. Les matins commençaient non par les ordres d'un majordome, mais par le son du piano qu'Elara jouait en peignoir, tandis que Damien lui apportait un café, le regard rempli d'une adoration tranquille. Il avait renoncé à une grande partie de ses fonctions officielles, préférant gérer la fondation et simplement être l'homme qu'elle aimait. Le pouvoir et l'orgueil avaient été remplacés par la joie simple de l'entendre composer, de voir la lumière du soleil jouer dans ses cheveux. Un soir d'automne, ils retournèrent sur le pont des Arts. La lumière du crépuscule baignait la Seine d'or et de pourpre. Ils marchaient lentement, main dans la main, le silence entre eux n'étant plus une arme, mais un cocon de paix. Une jeune femme jouait du violon, le regard un peu perdu, son étui ouvert ne contenant que quelques pièces. Sans un mot, Damien s'approcha et y déposa discrètement plusieurs billets, assez pour la soulager pendant des semaines. Il ne le fit pas avec l'arrogance d'autrefois, mais avec un sourire humble, croisant le regard stupéfait et reconnaissant de la musicienne. Elara, qui l'observait, sentit son cœur déborder d'amour. Il avait compris. Il n'avait pas seulement appris à l'aimer, elle. Il avait appris à aimer et à respecter la beauté fragile du monde qu'elle lui avait révélé. Le pont n'était plus le lieu de leur guerre, mais le berceau de leur rédemption, le témoin silencieux de leur amour reconstruit. Plus tard cette nuit-là, dans leur chambre baignée par la lueur de la lune, Damien la regardait dormir. Son doigt traça doucement la ligne de son cou, là où les saphirs de la servitude l'avaient autrefois meurtri. C'était un rappel constant de sa faute, mais aussi de l'incroyable résilience de cette femme qui lui avait tout pardonné. Elle s'éveilla sous sa caresse et vit dans ses yeux l'amour infini, mais aussi l'ombre persistante du remords. Elle prit sa main, la porta à ses lèvres et la posa sur son propre cœur qui battait calme et régulier. « Ma cage est devenue un jardin, Damien, » murmura-t-elle, « grâce à vous. » Il se pencha pour l'embrasser, un baiser qui n'avait plus le goût de la possession, mais la saveur sacrée de la grâce. Et dans cette étreinte, deux âmes, autrefois prisonnières de leur solitude respective, apprenaient enfin à chanter la même mélodie, libres et à l'unisson.